Bien voilà, nous nous retrouvons donc pour cette table ronde, la table ronde prévue cet après-midi de 14h à 15h30 et je laisse la parole à Charlotte qui va ouvrir cette table ronde et vous présenter nos intervenants. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être connectés à distance. Je suis Charlotte Borghino, chargée de médiation scientifique donc au sein du CNRS Provence et Corse, et c'est moi qui vais animer cette table ronde donc dans le cadre de l'année de la biologie. Donc vous êtes connectés à distance depuis vos établissements scolaires, donc collège et lycée, et on vous souhaite la bienvenue et surtout on vous remercie pour votre intérêt sur le sujet de l'environnement. Donc c'est la table ronde de clôture de notre événement de l'année de la biologie, donc au sein du CNRS, et nous serons présents jusqu'à 15h30 avec une première partie d'environ 1 heure de présentation du sujet, donc par nos intervenants, et nous garderons 30 minutes de questions-réponses que vous pouvez poser donc dans le chat que nous prendrons donc à la fin. Et nous allons peut-être parler de la problématique. Nous allons parler aujourd'hui des réflexions autour des impacts des activités humaines sur nos milieux. Alors à votre avis, comment les activités humaines ont-elles des conséquences sur nos milieux, notre santé et nos écosystèmes? Et pour cela, je suis heureuse d'accueillir donc nos intervenants ici présents avec Gilles Nalbonne, donc présent ici, ancien directeur de recherche de l'INSERM, aujourd'hui conférencier en santé-environnement dans le domaine des perturbateurs endocriniens et des maladies métaboliques. Il réalise un travail de recherche bibliographique approfondi sur ces sujets. Bonjour, bienvenue Gilles. Merci. Ici, nous avons donc à ma gauche Alberte Bondeau, physicienne et modélisatrice des systèmes environnementaux, chargée de recherche CNRS à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Bienvenue. Merci. Et ici, au milieu, nous avons Lars-Erik Imberger-Boisvida, si je ne me trompe pas dans le nom de famille, océanographe, chargé de recherche CNRS, basé à l'Institut méditerranéen d'océanologie. Il travaille sur l'étude de la transformation du mercure en sa forme la plus toxique, qu'on appelle le méthylmercure. Il vous en parlera juste après, qui se trouve donc dans la chaîne alimentaire. Bonjour, bienvenue. Merci. Donc nous allons débuter cette table ronde donc sur le sujet de l'environnement. Et pour commencer, à votre avis, de quelles activités humaines on parle? Donc on peut les répertorier en 6 catégories. Donc il y a le prélèvement des ressources, la fabrication de biens, mais aussi le transport des biens et des personnes. Nous allons également parler d'agriculture et d'élevage, d'urbanisation et de production et consommation d'énergie. Et oui, parce que toutes ces activités, comme vous l'avez vu, sont utiles, donc à la fois pour nous nourrir, vivre, se déplacer, travailler. Et puis, comme vous le savez, on n'a qu'une seule planète et une seule santé. Donc notre santé, notre planète est importante, puisque tous les on va dire, les milieux sont interconnectés. Voilà pourquoi nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Et les intervenants scientifiques pourront parler de leurs découvertes. Et je donne la parole à Gilles Nalbonne qui va nous parler de la santé humaine. À vous. Oui, donc effectivement, le problème qui se pose depuis plusieurs années, c'est le problème de la pollution chimique, c'est-à-dire liée à l'activité humaine. Et cette pollution chimique, effectivement, est un grave problème puisqu'on estime à peu près à 600 millions de tonnes de produits chimiques qui sont produites annuellement dans le monde entier. Et sur ces 600 millions de tonnes, on estime qu'il y a à peu près, il y a 150 000 molécules qui représentent 600 millions de tonnes, et on estime qu'il y a à peu près 1500 molécules qui sont des substances particulières, dont on va parler aujourd'hui, qui sont les perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens... Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Quels sont les perturbateurs endocriniens? Alors, ce sont des substances qui ne datent pas d'aujourd'hui. On les connaît depuis très longtemps, puisqu'en 1960, une biologiste américaine, Rachel Carson, avait écrit un livre qui s'appelait « Le printemps silencieux », parce qu'elle n'entendait plus les oiseaux chanter comme elle l'entendait durant sa jeunesse. Et elle se posait la question, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement qui fait que je n'entends plus les oiseaux chanter? Et donc, elle s'est rendue compte que c'était lié à la pollution chimique dans l'endroit où elle vivait, c'était en Amérique du Nord. Et cette pollution chimique était liée aux industries, qui étaient liées aux pesticides, etc., était donc responsable de nombreux phénomènes anormaux
les oiseaux donc disparaissaient, les batraciens ne se reproduisaient plus, les poissons également ne se reproduisaient plus dans les lacs. Donc, c'est posé la question de perturbation du système biologique chez les animaux, et en se disant, mais si ça se passe chez les animaux, ça peut se passer aussi chez l'homme. Et effectivement, donc, ensuite les progrès ont avancé et on a identifié donc des molécules qui avaient une activité de perturbateur endocrinien. Alors, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Eh bien, effectivement, c'est une molécule, ce sont des substances, comme leur nom l'indique, qui sont capables de perturber le système endocrinien dans les organismes vivants et chez l'homme. Alors, le système endocrinien, c'est représenté par les hormones. Et les hormones régulent tout un tas de fonctions biologiques dans notre corps. Ça va réguler la croissance, le développement, ça va réguler l'immunité, ça va réguler l'humeur, ça va réguler la satiété, la faim, etc., etc. Je pourrais faire une liste complète, mais voilà. Donc, vous voyez, notre organisme est totalement gouverné par les hormones. Et le problème, c'est que ces perturbateurs endocriniens sont des substances qui miment les hormones. Du fait de leur structure chimique, elles miment les hormones et donc vont prendre la place des hormones, un petit peu à la manière d'une serrure, d'une clé qui va se mettre, un passe-partout qui va se mettre à la place de la clé sur une serrure. Et donc induire des signaux anormaux dans toutes les cellules, dans tous les organes de notre corps, et donc perturber tout le système hormonal. Donc voilà ce qu'on entend par perturbateur endocrinien. Et alors, à votre avis, où est-ce qu'on peut retrouver ces perturbateurs endocriniens? Est-ce que vous avez une idée, connectée depuis vos établissements scolaires, à votre avis, est-ce qu'on peut les retrouver dans les objets du quotidien? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Alors, on les retrouve un petit peu de partout. On va retrouver des perturbateurs endocriniens ici. Alors là, je ne fais pas cuire le doudou, ne vous inquiétez pas. On va retrouver ici des perturbateurs endocriniens dans ces ustensiles de cuisine qui sont recouverts d'une substance anti-adhésive qu'on appelle le téflon. Et donc, ce sont des perfluorés qui constituent le revêtement des substances, les revêtements des ustensiles de cuisine, mais aussi on retrouve ces perfluorés dans certains vêtements, dans des tissus, etc. Le doudou en question, ce sont des peluches. On va retrouver aussi des perturbateurs endocriniens dans ce style-là de produits. Ce sont ce qu'on appelle des polybromés, c'est-à-dire des ignifugeants qui, donc, sont des retardateurs de flamme. On va retrouver aussi, bien sûr, des perturbateurs endocriniens dans les bouteilles en plastique. Vous savez que les bouteilles en plastique, j'étais un peu trop bas, c'est un véritable fléau. Je crois que dans la Méditerranée, il y a beaucoup plus de particules plastiques que ce qu'il y a de poissons. Mais c'est aussi donc un perturbateur endocrinien. On trouve le bisphénol et les phtalates. On va trouver aussi des perturbateurs endocriniens également aussi dans les bombes insecticides, dans les bombes raticides, etc. Voilà. Et on va trouver aussi des perturbateurs endocriniens dans les produits cosmétiques. On va trouver des phtalates, tout un tas d'autres substances. Là, c'est par exemple une bombe à raser, mais ça pourra être aussi des parfums, ça pourra être des produits de cosmétiques, du rouge à lèvres, etc. Pardon, je vous coupe, mais que sont les phtalates? Peut-être pour ceux qui nous regardent, oui. Ils ont besoin d'une petite explication. Alors, les phtalates, c'est un composant du plastique qui a la propriété d'assouplir les plastiques. Voilà. D'accord. Merci. Le bisphénol aussi, c'est un composé des plastiques qu'on retrouve dans tous les produits courants, les jouets par exemple. On le retrouvait jusqu'à présent aussi dans les biberons, dans les revêtements internes des canettes. On trouve encore du bisphénol dans ces revêtements parce que c'est interdit en France, mais les produits qui sont importés, il n'y a pas les mêmes interdictions dans les autres pays. Donc, dans les canettes de boissons, on retrouve le bisphénol. Ici, c'est une bombe, un spray qui contient c'est des produits pour imperméabiliser, donc on va retrouver aussi des perfluorés, oui. Des phtalates aussi dedans, voilà. Donc évidemment j'aurais pu aussi amener mon canapé, j'aurais pu amener des tentures, j'aurais pu amener la carpette. Bon, il m'aurait fallu un camion de déménagement pour vous montrer que effectivement on retrouve dans notre vie courante on retrouve ces molécules-là, ces substances qui nous imprègnent. D'accord. Et effectivement, vous avez parlé du téflon tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer peut-être, il me semble qu'il y a un film à ce sujet. Est-ce que vous pouvez le partager à nos élèves? Tout à fait, oui. Alors, s'ils ont l'occasion, ce film s'appelle Dark Water. C'est un film, c'est un thriller, un très bon thriller. Déjà, de ce côté-là, c'est un très bon film. Mais en plus, c'est un film qui pointe le problème justement de la contamination de l'environnement par cette substance-là qui est contenue
dans les ustensiles anti-adhésifs, mais comme je l'ai dit, qu'on retrouve aussi dans des vêtements techniques, des vêtements sportifs techniques, hein, dans les tissus qui ne se froissent pas, alors c'est merveilleux. Et donc, voilà, la production de ce téflon par certaines usines chimiques a contaminé l'usine en question, ça se passe aux États-Unis, a contaminé l'environnement. Et l'histoire montre qu'un fermier constate que ces animaux meurent de façon anormale, intoxiqués, donc avec tout un tas de maladies, et il soupçonne effectivement l'usine en question d'avoir relargué dans les eaux ces substances-là, les perfluorés. Et donc, il engage un combat juridique contre la compagnie. C'est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. Voilà, je ne veux pas dire la fin de l'histoire, bien sûr, mais je vous conseille vivement, si vous le trouvez sur les réseaux, enfin, etc., Darkwater. C'est un excellent film et qui pose bien le problème, justement, de la puissance des lobbies aussi industriels par rapport à la santé humaine. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez aussi nous partager un peu plus de conséquences de ces perturbateurs endocriniens? Alors, les conséquences sont dramatiques. Un chiffre. Tout à l'heure, vous posiez la question des phtalates. Il y a une étude récente qui est sortie aux États-Unis. Les phtalates provoqueraient la mort de 100 000 personnes par an. Voilà, ça c'est un chiffre, mais il y a tellement d'autres chiffres. La pollution en général, au niveau mondial, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est 9 millions de décès par an. 9 millions, voilà. Avec le Covid, je crois qu'on en est à 4 millions et quelques, voilà. Donc, effectivement, ces substances-là ont des conséquences dramatiques en termes de santé, du fait, comme je l'ai dit, que ces molécules perturbent le système endocrinien. Elles vont donc provoquer des maladies, en particulier les maladies chroniques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par maladies chroniques? Ce sont des maladies, ce qu'on appelle aussi des affections de longue durée, qui donc sont chroniques dans le temps. Alors, on identifie les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, les maladies neurodéveloppementales, les maladies neurodégénératives, les phénomènes aussi d'infertilité. Voilà, donc, et lorsqu'on regarde effectivement l'évolution des maladies chroniques au cours de ces 40 dernières années, il y a une explosion de ces maladies chroniques. Elles ont pratiquement doublé en l'espace de 20-30 ans. Et donc, l'hypothèse, si vous voulez, le constat que nous faisons, en particulier dans le réseau auquel j'appartiens, le réseau Environnement Santé, c'est que cette progression des maladies chroniques est effectivement liée à la modification de notre environnement, en particulier de notre environnement chimique. Et donc là, effectivement, l'Organisation mondiale de la santé et tous les travaux scientifiques, il y a des centaines, des milliers d'articles là-dessus, montrent qu'effectivement, ces substances-là, les perturbateurs endocriniens, sont capables de provoquer et d'induire des maladies chroniques. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi les perturbateurs endocriniens sont-ils si problématiques? Pourquoi sont-ils si dangereux? Eh bien, c'est parce que ces molécules-là ne répondent pas à la toxicologie classique. La toxicologie classique, c'était la toxicologie d'un médecin alchimiste Paracels qui disait la dose fait le poison. C'est-à-dire plus vous avez de poison, plus l'effet sera important. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça avec les perturbateurs endocriniens parce que ça ressemble à des hormones et qu'effectivement le mode d'action des hormones, c'est pas la dose fait le poison. C'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens sont capables d'agir à de très faibles doses et avoir un effet cumulatif sur plusieurs années. Donc, on ne peut pas se dire « Oh, ben, j'ai été exposé à un petit peu de bisphénol, un petit peu de perfluoré. » Non, non, tout ça, ça va se cumuler. Le deuxième problème avec les perturbateurs endocriniens, c'est que c'est ce qu'on appelle communément l'effet cocktail. Alors, c'est quoi l'effet cocktail? Eh bien, pour vous donner une image, si vous prenez de la peinture bleue et vous prenez de la peinture jaune, si vous mélangez ça, vous n'allez pas avoir le bleu et le jaune qui vont rester, vous allez avoir du vert. Voilà. Eh bien, c'est une image très grossière, hein, mais c'est un petit peu la même chose avec les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'un perturbateur endocrinien, s'il est seul ou en mélange avec d'autres, eh bien, ne va pas se comporter de la même façon. Et effectivement, avec d'autres, parce que je ne l'ai pas dit, mais nous sommes tous, malheureusement, imprégnés en perturbateurs endocriniens. Santé publique France a publié des études très récemment où on montre qu'effectivement on est imprégné en plusieurs dizaines de polluants. Et donc tous ces polluants ensemble, eh bien, vont se combiner et provoquer un effet potentialisateur, un effet synergie.
En résumé, 0 plus 0 plus 0, ça ne va pas être égal à 0, mais ça va avoir un effet potentialisateur. Voilà. Et là, le troisième problème sur les perturbateurs endocriniens, et non des moindres, et là je vous demande vraiment d'ouvrir grand vos oreilles, c'est le problème de la programmation in utero, c'est-à-dire pendant la grossesse, la programmation des maladies chroniques. Et ça, ce sont des travaux, c'est les résultats d'une discipline extraordinaire qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'étude du rôle, de l'interaction entre les gènes et l'environnement. Et effectivement, cette interaction, si elle se passe pendant la grossesse, eh bien, ça va provoquer chez le fœtus des modifications épigénétiques. Ce ne sont pas des mutations, ce sont des modifications chimiques sur les gènes qui vont programmer chez le fœtus plus tard des pathologies. Un exemple, deux exemples. Les femmes dont les mères ont été exposées dans les années 60 à un pesticide, le DDT, eh bien ces filles-là, donc les filles des mères qui ont été exposées, ces filles-là ont un risque multiplié par 4 de développer un cancer du sein. D'accord. Juste le DDT, peut-être, est-ce que vous avez le... Alors là, je serais incapable de vous... C'est un nom à rallonge. Alors c'est voilà. non à rallonge, mais vous pouvez le chercher. C'est un pesticide, voilà, DDT, vous le trouvez, c'est un nom compliqué. Je suis incapable moi-même de le... Voilà, c'est un nom chimique extrêmement long, donc c'est un pesticide. Et on retrouve aussi ce type-là de phénomène de programmation in utero des maladies. Donc vous voyez un petit peu, et même on a des données maintenant sur certaines substances où il y a des effets transgénérationnels, c'est-à-dire que ce sont les petits-enfants qui héritent de cet effet qui s'est passé chez leur grand-mère d'exposition à des polluants chimiques. Alors, je vous ai cité l'exemple du cancer du sein, mais il y a aussi l'exemple de l'obésité où lorsque les mères sont exposées pendant leur grossesse à des substances chimiques, en particulier des pesticides, eh bien, on a une augmentation du risque de l'obésité chez les enfants, l'obésité infantile chez les enfants, et on sait que l'obésité, malheureusement, progresse beaucoup plus vite actuellement chez les jeunes générations que chez les générations plus âgées. Voilà. Et donc, j'insiste bien sur cette précaution absolument pendant la phase de grossesse, mais aussi avant, on ne va pas rentrer dans les détails, mais donc cette problématique-là de transmission, de programmation des pathologies plus tard durant la vie adulte. D'accord, merci. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Lars Erik qui va peut-être rebondir. Peut-être que l'effet cocktail, il va peut-être nous en parler ou pas. On va voir avec sa présentation autour du mercure. On vous écoute. Merci. Je ne sais pas si je vais parler des cocktails. je vais parler des mercures, mais le mercure, au contraire des éléments molécules que Gilles a évoqués, c'est un élément qui existe à l'état naturel sur Terre, au contraire des molécules qui sont produites par l'homme et émises dans l'environnement. Donc le mercure, il est là, dans l'environnement. L'humanité le connaît depuis 3000 ans. On l'utilisait pour la peinture, pour les médicaments, pour fabriquer des piles, des thermomètres. Vous êtes trop jeune pour le connaître, mais ma génération en avant. On connaissait encore le thermomètre qui avait le mercure dedans, parce que le mercure, c'est le seul métal qui est à la température ambiante, qui est liquide. Il n'est pas seulement liquide. Si on met un verre de mercure sur la table, il va s'évaporer comme un verre d'eau. Donc le mercure va se répandre sur toute la Terre. Le mercure se trouve dans l'Arctique, dans l'Antarctique, un peu partout. Et malheureusement, vous ne le voyez plus aujourd'hui, le mercure, parce qu'on a compris que le mercure est toxique. Donc on essaie de limiter l'utilisation et les émissions aussi. Donc vous le voyez moins. Malheureusement, on continue à émettre pas mal de mercure dans l'environnement et on a augmenté le taux naturel d'un facteur 10. Dans l'atmosphère, on trouve aujourd'hui 10 fois plus de mercure que l'état naturel. Et on trouve la même chose, surtout dans les océans. Donc moi, je suis océanographe. Je m'intéresse surtout à ce qui se passe dans la mer, et notamment au mercure, parce que toutes les sources naturelles et anthropiques, ça veut dire émission par l'homme, ils sont de mercure inorganique, donc comme le mercure liquide qu'on avait dans le thermomètre auparavant. Ce mercure est toxique, certes, et peut-être vous connaissez le chapelier fou dans le pays de merveille. C'est ça? Alice dans le pays de merveille. Je suis depuis longtemps en France, je suis allemand, mais il me manque toujours des mots. C'est Alice dans le pays de merveille.
Il y avait les chapeliers fous. Il n'existe pas que dans le livre et dans le film. On les appelait vraiment fous, les chapeliers, parce qu'au Moyen-Âge, ils utilisaient le chlorure de mercure pour imprégner le fibre, pour le traiter comme un bactéricide et pour le rendre plus souple aussi. Et à la longueur de la journée, il respirait ces vapeurs, il devenait fou parce que le mercure, c'est un neurotoxine, donc ça interagit sur le cerveau. Et le premier signe, c'est qu'on commence à trembler, on perd l'équilibre, et ensuite on peut aussi mourir de mercure, donc c'est toxique. Donc, peut-être à quelle dose de mercure, peut-être si on parle en termes de dose. C'est difficile de parler d'une dose, comme pour les perturbateurs endocriniens. Les mercures toxiques, à partir d'un certain niveau, on va mourir de mercure. Il y a un accident qui est arrivé il y a très longtemps, maintenant je pense 40 ans. Il y a une chercheuse, Karen Waterham, aux États-Unis, a travaillé sur le mercure. Et elle a été exposée à une forme très toxique de mercure, le méthylmercure, qui a traversé son gant au laboratoire. Elle ne savait pas qu'elle est perméable pour cette forme de mercure. Elle a absorbé, elle avait compris directement que la dose qu'elle a absorbée, elle est mortelle et elle meurt de ça. Quelques semaines, mois après. Nous, aujourd'hui, on est surtout exposé au mercure dont on voit des effets chroniques, c'est-à-dire à petite dose, à long terme, on est exposé à mercure, et ça, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Je reviens. Donc, les émissions de mercure, c'est du mercure naturel et anthropique, donc par l'homme, c'est du mercure organique. D'ailleurs, naturel, c'est surtout le volcanisme. Le volcanisme sur Terre, mais il y a aussi des sources hydrothermales qui existent dans la mer, qui vont émettre du mercure, mais comme je le dis avant, aujourd'hui, 10 fois plus de mercure émis par l'homme par rapport de sources naturelles, et c'est surtout aujourd'hui la combustion de charbon. Ces mercures inorganiques va se transformer dans la mer, dans la forme beaucoup plus toxique, qui s'appelle le méthylmercure. Il y a un groupement CH3, une autre molécule, qui se met sur le mercure devient une autre forme, méthylmercure, ça change ses propriétés chimiques, et ça le rend beaucoup plus toxique, et ça fait aussi que ça bioaccumule. Dans nos océans... Qu'est-ce que la bioaccumulation? Oui. La bioaccumulation, donc déjà, dans nos océans, ils ne sont pas remplis de mercure. La quantité de mercure elle est vraiment très petite. Nous, on l'exprime en molaire, donc c'est picomolaire, ou on peut l'exprimer en nanogrammes par litre, ça sera 10 puissance moins 9 nanogrammes par litre dans l'eau de mer. Donc c'est vraiment des toutes petites quantités, et d'ailleurs c'est assez compliqué de le mesurer. Et on le fait justement depuis 10 ans, plus ou moins correctement. Et la problématique du mercure, c'est le méthylmercure. Donc c'est dans le fond de la mer, on pense que c'est les bactéries qui transforment ces mercures organiques en méthylmercure. Ils font ça parce que le mercure va se lier, va s'absorber au phytoplancton qui est présent dans la mer. Tous les particules, y compris le phytoplancton, va sédimenter, donc ça va chuter. Et dans la profondeur des océans, il y a des bactéries qui vident cette matière organique, qui vident ce qui tombe de surface. Ils ont besoin de cette matière. Et on remarque ces couches de bactéries parce qu'il manque un peu d'oxygène dans l'eau de mer. On le mesure, on le voit, parce que les bactéries, quand ils mangent, ils respirent. Et aux mêmes profondeurs, c'est la profondeur, on mesure le maximum de méthylmercure. Donc les bactéries, on pense, quand ils consomment la matière organique, quand ils mangent les particules, ils, soit par hasard, soit intentionnellement, ils convertissent les mercures organiques au méthylmercure. Et ensuite, on arrive à la bioaccumulation, c'est-à-dire les toutes petites quantités de mercure qui vont se trouver là, ils vont être amplifiées d'un facteur 50 millions de fois. C'est-à-dire de toutes petites concentrations qu'on a du mal à mesurer, ils sont multipliés déjà par au moins 100 000, on va vers le phytoplancton, et là on n'a que 10%, 10 à 20% qui sont de méthylmercure, le reste c'est du mercure organique, et à chaque échelon de la chaîne alimentaire, donc de phytoplancton vers le zooplancton, de petits poissons, de moyens poissons, de très grands poissons, on continue à multiplier, et finalement dans de gros prédateurs comme le thon, l'espadon, on a 100% de méthylmercure parce que c'est ces molécules qui sont transmises, qui sont bioaccumulées, et on a des concentrations qui sont dangereuses, qui posent un risque pour l'écosystème, mais aussi pour le consommateur humain. Et donc en France et en Europe, on a des conseils qui sont donnés dans le cas de mercure, surtout pour les enfants en bas âge et aux femmes enceintes, de ne pas consommer plus que 3 fois par semaine des gros prédateurs. Donc,
le conseil, ce n'est pas éviter de poissons, c'est éviter le gros prédateur. Le gros prédateur, seulement, plus que le poisson est gros, plus il a mangé des petits poissons, et donc plus il contient de mercure. D'accord, merci. Et par rapport à vos recherches en tant qu'océanographe, vous m'avez dit que vous voyagez pas mal, des fois quelques mois dans l'année, et notamment dans certaines zones du globe. Je veux bien que vous développiez cette partie-là. Donc, le métier d'océanographe, c'est surtout de partir au large, pour beaucoup d'entre nous. Il y a aussi des gens qui travaillent sur la côte. Mais le métier mercure, je vous ai dit, c'est un molécule qui se produit en profondeur. Donc, logiquement, on doit partir de l'antenne, on ne peut pas le faire à la côte. Et donc, on fait des grosses campagnes dans la mer. Et on est sur des navires, des fois de centaines de mètres. Et on doit se procurer des échantillons, de l'eau de mer. Pour le faire, j'utilise une bouteille qui ressemble à ça, je vous en ai une. Donc on ne va pas plonger. On a une bouteille qui ressemble à ça. Et on va le mettre sur un carrousel. On appelle ça, il y a une douzaine, 24 des fois. Et elle va sortir dans la mer ouverte comme ça. Elle va descendre à milliers de mètres. Ah, et à distance, on peut jusqu'à la combien de fermer. mètres, pardon? Ben, la moyenne, la profondeur moyenne des océans, c'est environ 3000 mètres, mais des fois c'est 6000 mètres ou plus. Ça dépend de l'endroit où on est. Et n'importe où on va, dans tous les bassins océaniques, on essaie toujours de prélever tout le long. Par exemple, on traverse l'océan Atlantique et on prélève toutes les profondeurs de la surface jusqu'au fond à chaque fois. Et on va cartographier la distribution des pleins des éléments, y compris le mercure et les différentes espèces de mercure, donc notamment le méthylmercure. D'accord, merci beaucoup. Là, si vous faites ranger la bouteille, sauf si vous souhaitez la garder. Et nous allons, donc en complément, accueillir une invitée supplémentaire. Celle-ci nous vient de loin. C'est Marie-Laure Lambert qui va donc intégrer notre table ronde pour venir. Bonjour et bienvenue. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est allée chercher? Ah ben moi aussi j'avais un petit outil. Eh bien voilà, elle est allée chercher notre Code de l'environnement. Voilà, vous pouvez enlever le masque quand vous parlez. Bonjour à tous, un code de l'environnement. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre métier? Oui. Ce que vous faites? Donc le code de l'environnement, ça vous rappelle peut-être un petit objet qu'ont les avocats avec eux chaque fois qu'ils plaident, ou les juges quand ils doivent rendre des décisions. Donc c'est la liste des règles qui s'appliquent en matière d'environnement. En France, voilà, donc chaque pays a ses codes particuliers, et en France, on a le code de l'environnement. Donc, en matière d'environnement, il y a beaucoup de règles sur, alors je vais parler de pollution. Les règles principales, c'est évidemment de baisser les niveaux d'émissions des industries, des particuliers, de toutes les activités humaines, pour essayer d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, sur les espèces, et sur la chaîne alimentaire, puisque au bout de la chaîne alimentaire, comme vous l'avez dit, il y a l'espèce humaine et qu'on consomme donc tous les polluants qu'on rejette dans l'environnement finalement, que ce soit par l'eau qu'on boit, l'eau dans laquelle on se baigne, la chaîne alimentaire, l'air qu'on respire. Donc voilà, ça c'est un outil logique et utile pour essayer qu'on ne s'abîme pas nos propres conditions d'existence. C'est ça l'objectif du droit de l'environnement. D'accord. Merci beaucoup. Et par rapport à ce droit de l'environnement, comment vous étudiez la question? Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des études récentes que vous avez réalisées à ce sujet dans la région? Oui, dans la région, effectivement. Donc je ne viens pas de très loin puisque je viens de Aix-Marseille Université. Et les études que nous avons en cours, ce sont des études sur la ville de Marseille et sur la métropole Aix-Marseille. Des études que nous faisons avec d'autres scientifiques, puisque les juristes sont des scientifiques aussi, c'est des sciences juridiques. Mais on travaille aussi avec des scientifiques de l'atmosphère qui mesurent les gaz dans l'atmosphère. On travaille avec des géographes qui regardent comment on fait des zonages sur le territoire pour savoir où sont les zones, etc. Et donc nous travaillons là sur un projet qui s'appelle de façon assez sympathique Cool Metropolis. L'objectif, c'est de travailler sur les émissions de gaz à effet de serre, alors, qui génèrent du changement climatique, du réchauffement climatique à l'échelle globale, et de regarder quelles sont les émissions de gaz à effet de serre générées par la métropole Aix-Marseille elle-même. C'est-à-dire où sont les sources d'émissions, quelles sont les principales sources. Et l'autre volet, donc pour essayer de les limiter évidemment, pour trouver des outils juridiques ou des outils sur les comportements ou des outils économiques pour faire baisser ces niveaux d'émissions.
Et l'autre volet de cette recherche, c'est aussi de regarder déjà quels sont les îlots de chaleur urbains en ville. Donc les îlots de chaleur urbains, ce sont dans certains quartiers des villes, notamment les quartiers où il y a le plus de bitume, le plus d'immeubles en pierre, donc le plus de minéral et le moins de végétation. Eh bien ces quartiers-là, pendant les canicules d'été, vont chauffer encore plus que le reste de la ville et beaucoup plus que la campagne autour. Donc on peut mesurer ça, on travaille avec Météo France aussi sur la mesure de ces microclimats. Et donc l'objectif, c'est aussi de regarder comment juridiquement, donc moi je travaille sur du droit de l'environnement et de l'urbanisme, comment on peut réaménager les villes pour baisser ces niveaux très importants de chaleur dans les villes qui vont s'accroître à l'avenir puisque le réchauffement est parti pour durer, malheureusement. Et oui. Et effectivement, vous avez parlé de gaz à effet de serre. Alors, je ne sais pas si toutes les personnes qui sont connectées pour nos scolaires, collège, lycée, de la 6e jusqu'à la terminale, savent quels sont ces gaz à effet de serre. Est-ce que vous pouvez nous donner les principaux? Les principaux, alors peut-être je vais parler de 3 ou 4 les principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le gaz carbonique, le CO2, ou le dioxyde de carbone. Les chimistes diront que c'est la composition, mais c'est un gaz qui est émis par toutes les activités finalement qui brûlent de la matière organique ou qui décomposent de la matière organique. Vous m'arrêtez si je suis que juriste. Mais voilà, donc chaque fois qu'on brûle du bois, on va émettre du CO2. Chaque fois qu'on brûle du pétrole, du charbon, du gaz, on émet du CO2. Donc ça, c'est les émissions. Et puis après, on a des puits de carbone, c'est-à-dire des outils naturels, on va dire. Heureusement qu'on a ces outils naturels, c'est-à-dire les arbres, les prairies, le plancton dans les océans, voilà, et même des micro-organismes dans les sols qui réabsorbent ce CO2 de l'atmosphère pour le stocker. Donc, travailler sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est les réduire, et puis après, travailler sur les puits de carbone pour les aider à reconsommer ce CO2. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le méthane. Le méthane, c'est un gaz dont on se rend compte qu'il a beaucoup plus d'impact il a un plus grand pouvoir de réchauffement que le CO2, mais il y a moins de quantité de méthane émise, c'est ça, voilà. Et donc ce méthane, il est émis par des processus de fermentation. Alors ça peut être par exemple les rizières. Chaque fois qu'on met des choses à décomposer dans l'eau, au bout d'un moment ça sent mauvais. Donc les rizières, par exemple, il y a des décompositions de matière dans les rizières qui émettent du méthane. Les stockages de déchets aussi, quand ils ne sont pas bien gérés, quand ils sont un peu dans de l'eau, ça va émettre du méthane. Et puis aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on appelle les émissions entériques des bovins. Les émissions entériques des bovins, voilà. C'est les paies et les rots des vaches, apparemment, qui émettent du CO2. Du méthane. Du méthane, merci. Albert va pouvoir compléter après vos propos, voilà. Allez-y. Et peut-être les 2 derniers très vite. Le troisième, c'est le protoxyde d'azote. C'est un gaz qui est plutôt émis par les engrais utilisés en agriculture, les engrais azotés. Donc là aussi, on peut imaginer des pratiques agricoles. Alors, par exemple, pour le méthane des vaches, on parlera peut-être des solutions tout à l'heure, mais effectivement, manger moins de viande, ça peut faire partie d'une des solutions. Et le protoxyde d'azote, ça veut dire changer certaines pratiques agricoles. Et le dernier, si je me souviens bien, c'est le SF6, c'est hexachlorofluorure de soufre. Est-ce que Albert peut... Il y a peut-être hexafluorure de soufre. Voilà, je ne suis pas chimiste. Mais celui-là, je l'ai découvert récemment justement en donnant des cours à des étudiants chimistes. Et donc, on a travaillé sur ce gaz que moi, je ne connaissais pas tellement. Et ils m'ont dit qu'en fait, c'est un gaz qui sert d'isolant pour les circuits électriques à moyenne et à haute tension. Donc, ce gaz est très utilisé dans tout ce qui est électrique, et notamment dans les centrales nucléaires. Il est émis par les centrales nucléaires. Donc, j'ai appris récemment que finalement, le discours qui consistait à dire que les centrales nucléaires n'émettent pas de gaz à effet de serre est partiellement faux, puisque chaque centrale nucléaire peut émettre 100 kg de par an et par centrale. Et que ce gaz est extrêmement important puisqu'il a 23 000 fois plus de pouvoir de réchauffement que le CO2. Donc une tonne émise, c'est l'équivalent de 23 000 tonnes de CO2. Donc il va falloir effectivement se poser largement cette question de l'hexafluoro... Non, de soufre, SF6. Voilà. Et surtout avec les annonces aujourd'hui qu'on nous fait de nouvelles petites centrales nucléaires, locales et bio, mais voilà. Non, on n'en parle pas tout de suite.
Merci beaucoup, merci Marie-Laure pour ces propos. Nous allons laisser donc la parole à Albert. Je crois qu'elle a beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. Nous lui laissons la parole. C'est une très bonne transition, effectivement. Alors, juste avant de commencer, je vais vous poser une question. Je vais voir si vous êtes capable de réfléchir vite. Donc, si vous regardez la planète de loin, cette fois-ci, on prend du recul et on va regarder un peu toute la masse du vivant qui se trouve sur cette planète et on va se concentrer sur une catégorie d'animaux qui sont les mammifères. Les mammifères. Alors, vous avez en gros 3 sortes de mammifères. Vous avez les mammifères sauvages comme un écureuil, un éléphant, un rhinocéros. Vous avez les mammifères domestiques, on a parlé des vaches, des moutons. Et vous avez les humains, nous sommes bien sûr des mammifères. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes capable, parmi ces 3 catégories de mammifères, d'estimer quelle est la catégorie qui occupe le plus de masse de matière vivante sur la Terre? Bon, alors, comme je ne peux pas avoir vos réponses, on va répondre. Ce ne sont évidemment pas les mammifères sauvages. Les mammifères sauvages, ils ont énormément diminué. On a détruit leurs habitats, on les a chassés. C'est vraiment une toute petite quantité. Les éléphants, ils sont lourds, mais il n'y en a pas, il y en a très peu. Les rhinocéros, c'est pareil, il y en a très peu. Ceux, au contraire, qui occupent la plus grande masse, ce sont les mammifères domestiques. Ce sont les vaches, les moutons, les chèvres, les dromadaires, etc. Et c'est énorme. Et pourquoi on a une telle masse de ces mammifères domestiques? Eh bien, c'est parce que nous, humains, on occupe aussi une grande masse. On est entre les deux. On est maintenant à pratiquement, on est à 7,9 milliards de population sur la Terre. Quand je suis née, on était à moins de la moitié. Donc, c'est une énorme explosion. Et en même temps, c'est une explosion de gens qui sont devenus, grâce à l'énergie, de plus en plus riches, qui consomment de plus en plus et qui consomment, entre autres, énormément, de plus en plus de viande ou de protéines animales. Et donc, c'est pour ça que ces mammifères domestiques, mais aussi les volailles, occupent une quantité énorme sur la Terre. Alors, quel impact ça a? Ça a de très nombreux impacts. Alors, de nouveau, regardons la Terre. Donc, j'ai parlé de cette quantité d'animaux, mais en fait, la biomasse vivante, le matériau vivant, malgré tout, le plus le plus lourd sur la Terre, ce sont les plantes. Ce sont les plantes et les végétaux qui couvrent la Terre de partout, sauf lorsqu'il fait trop sec dans les déserts ou trop froid au Groenland ou au pôle Nord. Mais sinon, vous avez naturellement des forêts partout. Eh bien, lorsque on a besoin de place pour les humains et pour mettre les animaux ou les cultures ou les animaux qui vont nourrir les humains, eh bien, on a déforesté. Et donc, alors voilà, comme a dit Marie-Laure, beaucoup de carbone, entre autres, est parti dans l'atmosphère du fait de ce déboisement. C'est intéressant parce que si on parle de l'impact sur le climat, tout au début, quand on a commencé à se préoccuper des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique, on pensait essentiellement aux émissions fossiles, de carbone fossile, c'est-à-dire on a pris du charbon, on a pris du pétrole, on le brûle et ça part dans l'atmosphère. En fait, on se rend compte maintenant, ça fait un moment, les gens font des mesures et le modélisent aussi, la quantité de carbone émise par les écosystèmes, parce qu'on les coupe, parce qu'on les brûle, ça constitue à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre. 25% pour moitié provenant de la déforestation, et cette déforestation ne s'arrête pas, elle continue, malgré les promesses de tas de gouvernements, ça continue, les feux, les incendies au Brésil ou ailleurs le prouvent. Donc une partie est liée tout simplement à cette végétation qu'on coupe et dont on renvoie le carbone dans l'atmosphère, et une autre partie est aussi liée aux pratiques agricoles, à la façon dont on produit soit des cultures que l'on va manger directement,
ou soit l'élevage. Alors, Marie-Laure a parlé effectivement des émissions entériques des ruminants, c'est-à-dire les vaches, les moutons, les chèvres, ce sont des ruminants qui ont un rôle écologique très important en fait. Et il faut pas noircir le rôle des ruminants, surtout pas. Simplement, il faut leur garder leur juste place. Et les ruminants, ce sont des animaux qui sont capables de se nourrir d'une végétation dans des zones sèches où il est ou froides, où il est impossible de faire de la culture. Il y a d'énormes zones sur la Terre qui sont un peu des zones désertiques, enfin la toundra ou le Sahel, où il n'est juste pas possible de cultiver. Et grâce à ces ruminants qui sont capables de digérer ces herbes, et que nous ne pouvons pas digérer ces herbes, mais ces animaux peuvent le faire, et grâce à eux, il est possible de vivre dans ces zones-là. Alors évidemment, cette digestion de matériaux aussi fibreux, ça demande d'avoir 4 estomacs, et ça génère des émissions des émissions de méthane. Simplement, et ça, en fait, il y en a toujours eu. Depuis qu'il y a des humains sur Terre, il y a toujours eu des gens qui ont habité dans ces régions où, Dieu merci, il y avait des ruminants. Maintenant, le problème, c'est qu'avec cette augmentation énorme de consommation de produits animaux, on s'est mis à multiplier cette consommation de produits animaux et surtout à mettre ces vaches, pour les faire grossir encore plus vite et produire plus de lait, à les mettre des fois dans des étables, et donc on cultive, elles ne sont plus nourries dans l'herbe là où elles pourraient être bien, on cultive pour elles du maïs, du soja, etc. Donc ça, c'est un énorme, rien que le fait de s'alimenter comme ça modifie une énorme surface de la Terre. Alors, donc ça a des conséquences, on a dit, sur les émissions de gaz à effet de serre. Bon, ça a des conséquences, bien sûr, sur la biodiversité, puisque des habitats ont été... Alors, d'une part, là où on a complètement déforesté, des habitats ont été détruits, et puis aussi, indépendamment de ça, des pratiques très intensives, c'est-à-dire des pratiques qui simplifient vraiment le paysage. On va avoir la même chose partout, des monocultures, d'une année sur l'autre, la même chose, en éliminant tout ce qui, entre parenthèses, gêne, des arbres comme ça au milieu des champs, ça gêne le tracteur, des haies, on les enlève, et ça élimine aussi, ça détruit une biodiversité. D'une part, ça détruit une biodiversité d'animaux qui sont quand même certains rapaces, des animaux qui ont une richesse patrimoniale. Il est dommage de les perdre. Et ça détruit aussi une biodiversité banale, mais qui rend des services fonctionnels. Les services écosystémiques. Voilà. Si on peut utiliser les termes en les expliquant. Et par exemple, comme service que rend cette biodiversité, vous avez tout simplement la lutte biologique. Et là, il y a énormément de travaux d'agronomes partout dans le monde en ce moment pour mesurer, lorsque je vais garder certaines haies avec certaines espèces autour de mes vergers, je vais pouvoir héberger certains auxiliaires qui vont aller détruire des pestes, je vais avoir besoin de moins de pesticides. Ça, on va en parler juste après. Oui, voilà. Elle a amorcé effectivement la deuxième partie pour parler un peu des solutions d'un point de vue de la recherche scientifique. C'est ce dont nous allons justement discuter, c'est-à-dire comment limiter les impacts de nos activités. Donc on a vu que ces activités humaines pouvaient avoir différents impacts, notamment sur les milieux, sur notre santé humaine, sur la santé des écosystèmes. Et alors, à votre avis, comment on peut les limiter ? Je vais redonner la parole à Gilles Nalbonne qui va pouvoir nous donner quelques petites solutions. Oui, alors ce problème-là de comment arriver à limiter notre exposition aux polluants chimiques, disons, il y a deux grandes voies. Il y a la voie politique, c'est-à-dire par rapport, Marie-Laure en parlera mieux que moi, donc il y a la voie politique, mais qui prend du temps, la voie réglementaire, par les politiques, ça prend du temps.
ne pense pas me tromper. Voilà, donc, Marie-Laure, si vous voulez rebondir, vous pouvez. Hein. d'accord, Juste après. voilà. Et ça prend du temps. Voilà. Et donc, pendant ce temps-là, ben, on continue à être exposé à ces substances chimiques. L'autre voie, c'est effectivement, c'est aussi au niveau de l'action individuelle. Alors, oui, il y a une troisième voie qui est celle des substituts de l'industrie chimique qui pourraient aussi donc permettre d'éliminer certaines substances toxiques. Malheureusement, ça ne marche pas toujours. Je prends l'exemple du bisphénol, le bisphénol A, hein, je le répète, proposant du plastique, dans les boîtes de conserve, dans les jouets, etc., etc. Dans les tickets de caisse les aussi. tickets de hein, caisse aussi, bon. Et ça a été remplacé par un autre bisphénol qu'on appelle le bisphénol S ou le bisphénol F. Eh bien, les travaux scientifiques depuis 4-5 ans se sont attachés à voir un petit peu quelle était la toxicité de ces molécules. Eh bien, le bisphénol F et le bisphénol S se comportent grosso modo. Bing. Je ne sais pas si c'est l'effet du bisphénol. C'est peut-être l'effet du bisphénol que. Ça marche toujours. La caméra Se comporte de la même façon que le bisphénol A. Donc, vous voyez, le problème des substituts n'est pas forcément une solution viable à long terme. Donc, l'autre solution, c'est effectivement, je le disais, au niveau individuel. Et comment peut-on se protéger au niveau individuel? Eh bien, il faut agir sur les 3 voies d'exposition majeures aux perturbateurs endocriniens. La voie alimentaire, la voie respiratoire et la voie dermique, c'est-à-dire la peau. Alors, la voie alimentaire, eh bien, ça va effectivement, on va faire attention à son alimentation, éviter les produits ultra transformés, essayer de se nourrir local et de saison. Ça permet d'éviter souvent des légumes qui viennent d'abord du fin fond de la planète et dont on sait ils sont sous serre bien souvent, donc traités aux pesticides, etc. Et essayer le plus possible aussi de manger bio. Il y a une étude, la grande étude Nutrilett Santé, qui montre qu'effectivement manger bio apporte des bénéfices en termes de maladies métaboliques, diabète, obésité, réduction très importante de moitié, et aussi en termes de certains cancers, cancer du sein et cancer du sang aussi. Manger bio, faire donc attention à son alimentation. Lars pourra en parler. Au niveau de l'alimentation, il a déjà dit, hein, préférer les poissons de petite taille, éviter les poissons trop gras aussi, parce que certains polluants s'accumulent, aiment bien le gras, on les appelle lipophiles, ils aiment bien aller dans le gras, donc on essaiera de prendre des poissons maigres de petite taille. On essaiera aussi effectivement, on essaye de, dites à vos parents, les sièges, les poils, je ne cite pas la marque, avec du téflon, hop, on s'en débarrasse, on les jette pas. Et qu'est-ce qu'on prend alors si on Eh bien, on revient, alors on va dire, oui, mais vous êtes un vieux passéiste, mais on revient aux matériaux d'antan, le verre, le grès, l'inox, la terre cuite, voilà, tous ces matériaux qui sont inertes et qui ne relarguent pas de substances dans l'alimentation. Voilà. Les plastiques, eh bien, c'est pareil, on n'achète plus ça, c'est terminé. D'abord, ça va dans l'océan, et ensuite, ça libère aussi des particules plastiques qui ont des activités de perturbateurs endocriniens, et on va prendre une gourde en inox. Faites attention, parce que les gourdes en alu, il y a un revêtement aussi, et on n'a pas gagné. Donc, les substituts, ça ne marche pas toujours. Donc, une gourde en inox. Et en plus, c'est réutilisable. Et en plus, c'est réutilisable. Voilà, je veux dire, le litre d'eau au robinet est beaucoup moins cher que le litre d'eau, et pour l'environnement, c'est tout bénef. Bon, voilà, j'ai dit l'alimentation. Ensuite, j'ai parlé de la voie aérienne, respiratoire. Bon, effectivement, c'est difficile de contrôler la pollution atmosphérique à l'extérieur. Mais on sait que l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Ça, c'est les études l'ont montré. Pourquoi l'air intérieur est plus pollué? Parce que dans notre maison, on a des objets, nos pratiques de nettoyage font qu'on va polluer la maison. Et donc, ce qui fait qu'on a des polluants en grande quantité dans la maison et on les respire. Mais là, déjà, on peut agir à ce niveau-là. Là aussi, on va revenir à ce qui se faisait il y a 40 ans, peut-être. Eh bien, on va prendre des produits sains, le savon de Marseille, on va prendre le vinaigre d'alcool, voilà, le savon noir, etc. Et on va laisser tomber toutes ces substances, les lingettes, les dépoussiérants, tout ça. J'ai l'habitude pour dire qu'une maison trop propre, c'est une maison polluée. Voilà, donc voilà, on peut faire attention à l'utilisation des produits d'entretien. Oui, de façon à respirer un air dans la maison qui soit beaucoup moins pollué que ce qu'il est actuellement. Et ça, il y a des études qui le montrent, au sud, que vous devez connaître, voilà, on a fait des études. Voilà.
La troisième voie, j'ai parlé donc la voie dermique, et bien effectivement les cosmétiques. Alors là, bon, tous les cosmétiques contiennent au moins un perturbateur endocrinien, si c'est pas 2, 3, 4 perturbateurs endocriniens, les phtalates, les parabènes, le triclosan, etc. sont des substances donc de perturbation endocrinienne qui sont contenues dans beaucoup des cosmétiques, les parfums, les crèmes pour le corps, etc. Enfin bon, je ne peux pas les citer tous, mais voilà. Donc là aussi, il faut faire attention à utiliser des produits. Alors là, il y a tout un tas d'applications, Yuka, Clean Beauty, etc., qui vous permettent de choisir des produits qui sont de bonne qualité et qui vous évitent de vous intoxiquer. Là, c'est pareil, il y a eu des mesures scientifiques de fait chez des enfants à qui on avait recouvert, on avait mis des produits de soins pour le corps, et bien on constate après dans l'urine la sécrétion des produits de métabolisation de ces substances qui ont été mis sur la peau. Donc ça rentre dans le corps et ça intoxique le corps. Voilà. Un troisième aspect, c'est le vestimentaire. Alors là, je reconnais que le vestimentaire, autant je dis que dans le bio, on peut arriver à se nourrir bio sans trop de frais, surtout si on réduit, si on réduit la consommation de viande. Les économies qu'on peut faire sur la viande, eh bien, on va les placer dans les produits bio et on peut trouver quand même des produits bio, à condition que ce ne soit pas des produits bio ultra transformés, parce que là, on n'a rien gagné du tout. Oui. Voilà. Et donc, locaux et alors, saison. Voilà, je parlais du vestimentaire. Le vestimentaire, bon, c'est vrai que là, il coûte cher. Ça coûte cher. Alors, un conseil, lorsque vous achetez un nouveau t-shirt, un vêtement, une veste, une chemise, etc., vous la passez un doudou, voilà, les doudous, voilà, les peluches, eh bien, vous les passez à la machine à laver avant la première utilisation. Ça permet déjà d'enlever une bonne quantité de substances toxiques, des pesticides, si le truc a été cultivé avec coton pesticides. Ça vous permet d'éliminer la plupart des substances toxiques et donc voilà. Super, ben, on va essayer d'appliquer tous ces gestes-là au quotidien, ou en tout cas, se tenir informé et surtout lire les étiquettes. Voilà, alors là, je conseille évidemment aux étudiants, aux jeunes d'aller sur les sites les sites d'associations en particulier, donc, puisque j'appartiens à ce réseau, le réseau Environnement Santé. Vous tapez dans un moteur de recherche, je ne dirai pas lequel, vous tapez réseau Environnement Santé et vous aurez toutes les informations sur les précautions à prendre, la nature des substances qu'il faut éviter, ce qu'il faut prendre, etc., les conséquences sur la santé et tout. Voilà. Issu évidemment de la recherche scientifique. Issu bien sûr des travaux scientifiques. Alors je n'ai pas parlé effectivement de la recherche scientifique sur ces molécules, mais ça, moi j'aborde là du côté, si vous voulez, comportement individuel. Déjà, on peut faire pas mal de choses à notre niveau. Et puis ça permet aussi un petit peu de réfléchir. À chaque fois qu'on achète quelque chose, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Quelles vont être les conséquences sur l'environnement si j'achète ça? Voilà, etc. Donc, super. Eh bien, Marie-Laure peut-être peut rebondir sur la partie réglementation. Oui. Allez, on vous écoute. Alors, donc, effectivement, les comportements individuels, c'est extrêmement important parce que ça peut aussi donner un signal aux producteurs, aux fabricants de ces produits qui se disent, mince, les consommateurs veulent maintenant acheter du bio, donc il va falloir qu'on produise du bio, etc. Donc ça, c'est important, effectivement, les comportements individuels d'achat qu'on a tous. Ensuite, la règle, elle vient quand même pour fixer une règle, justement, la règle juridique, pour dire, bon, quand on sait qu'un produit est dangereux pour tout le monde, on l'interdit. Voilà. Alors, c'est difficile parce qu'on l'interdit si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut le remplacer par un autre produit. Si on peut le remplacer par un autre produit moins toxique, eh bien, tant mieux, on le fait. Quand il n'y a pas de produit de substitution, là, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il faut changer de pratique vraiment pour fabriquer quelque chose ou ne plus fabriquer quelque chose? Alors, je prends un exemple un peu simple, un peu bébête, mais quand même, on peut aussi se poser la question quand on fait du droit, mais le droit, il n'y a pas encore écrit ça dans le Code de l'environnement, mais il y a beaucoup d'associations qui y pensent, à se demander les produits qu'on utilise et qui sont nocifs, dangereux pour la santé, ou dont les usines qui les fabriquent sont aussi dangereuses pour la santé, parce qu'il y a des usines qui explosent parfois, qui dégagent des gaz toxiques, etc. Donc les dangers peuvent y être. Ces produits-là, est-ce qu'on doit les interdire uniquement quand on peut les remplacer par autre chose, ou est-ce qu'on peut se demander vraiment quelle est leur utilité collective? C'est-à-dire, est-ce que vraiment on a besoin de ce produit-là? Et je prendrai l'exemple de la colle pour les post-it. La colle pour les post-it, c'est un produit hyper chimique qui est fabriqué dans des usines qui sont classées Céveso, et on peut se demander à un moment, est-ce qu'on a vraiment besoin au 21e siècle tous? C'est génial les post-it, on en met partout. La copine de mon fils, elle lui a mis un bisou sur le matin quand elle s'en va avec un post-it, mais on peut aussi se passer de post-it. Donc, on en vient à un autre principe qui, lui, est inscrit dans le Code de l'environnement, c'est le principe de la sobriété.
Et le principe de la sobriété, c'est difficile d'en parler à des jeunes comme vous, que je regarde dans la caméra, parce que j'ai des enfants aussi comme vous qui ont été petits, qui ont 20 ans maintenant. Mais effectivement, vous êtes à un âge où vous avez envie de tout manger, de tout consommer, de faire plein de trucs, vous êtes rapide et tout, et là vous vous dites, mais ça, voilà, il y a 4 vieux là qui me parlent. Non. Je suis dedans. Qui vont nous dire qu'il faut scientifique, qu'il faut revenir, qu'il faut s'arrêter, qu'il faut ralentir, etc. Oui, parce que la voie de la sagesse aujourd'hui, c'est de vous dire, effectivement, on a été très loin dans la consommation des ressources de la planète, dans la pollution de l'environnement, et il faut aujourd'hui qu'on réfléchisse tous collectivement aux quantités de consommation qu'on fait et aux usages qu'on fait des produits. Et vous aussi, je sais qu'il y a une partie des jeunes qui y réfléchissent, pas tous, et donc ça, c'est extrêmement important. Et qu'est-ce qui nous empêche de réfléchir vraiment à ça ? Et qu'est-ce qui est inscrit maintenant aussi dans le Code de l'environnement, mais pas aussi fort qu'on l'aurait voulu ? C'est la régulation de la publicité commerciale. C'est-à-dire que la publicité commerciale, c'est pas la bonne version, l'année prochaine, je ferai. La publicité commerciale, c'est quelque chose qui est partout autour de nous, dans la ville, dans les télévisions, dans les smartphones, dans chaque fois que vous ouvrez Internet, il y a des pubs qui arrivent. Et c'est, vous travaillerez peut-être sur les notions psychologiques de l'incitation à consommer, mais effectivement, cette publicité commerciale, elle vous fait croire tout le temps que vous serez beaucoup plus heureux en achetant le dernier truc qui est sorti. On ne cite pas de marque, la dernière crème, le dernier téléphone, etc., le dernier jean qui n'a pas la même forme que celui d'avant, etc. Et ça conditionne effectivement chacun à continuer dans ce mode de vie qui est très destructeur de la planète. Et où j'en viens au droit, c'est que avant Covid, le gouvernement avait réuni 150 citoyens tirés au hasard en France pour réfléchir aux questions de lutte contre le changement climatique. Et ces 150 citoyens, ça s'appelait la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez leurs travaux en ligne, c'est facile à lire. C'est des gens, c'était pas des scientifiques, c'était des citoyens. Et dans les réflexions qu'ils ont eues, ils venaient de tous horizons. Et ils ont commencé à se former, à écouter des experts, des scientifiques et autres. Et ils ont réfléchi ensemble. Et ils ont fait des vraies propositions en disant, mais la publicité commerciale, c'est ça qui nous entraîne dans le mur tout le temps, c'est ça qui nous conditionne, qui nous fait croire qu'on sera plus heureux en faisant ça, alors qu'en fait, on est toujours plus malheureux parce qu'on n'a pas tout à fait le dernier jean que la copine vient d'avoir, etc. Et on est dans de la frustration complètement permanente. Et finalement, il faudrait vraiment limiter cette publicité commerciale et à la limite l'arrêter. Donc il y a des associations qui s'appellent quelque chose de pub. Vous allez chercher, je fais pas de promo. Voilà, mais les casseurs de pub. Donc la publicité commerciale, c'est quand même un outil social, économique, sur lequel il faut qu'on revienne et que le droit doit vraiment réguler, ce qui n'est pas vraiment fait dans la loi qui a été prise après. Donc il y a une loi qui a été adoptée en août, là, qui s'appelle la loi Climat et Résilience, qui a mis quelques petits trucs sur la publicité, mais pas assez. Et juste pour finir sur la publicité, sachez tout simplement que, alors ce qui est interdit maintenant, c'est les avions qui tirent, par exemple, les banderoles de publicité au bord des plages. Ça, c'est hallucinant, quand même, au XXIe siècle, on sait qu'on est dans le changement climatique, mais on continue à autoriser ça. Mais sachez aussi qu'un panneau publicitaire de 2 mètres sur 2 électrique, avec toutes les pubs qui tournent et la lumière dedans, il consomme autant d'électricité qu'un ménage de 2 personnes avec un enfant, toute l'année. Un seul panneau consomme autant que 3 personnes. Incroyable. Donc, voilà. Oui, et il y avait aussi, il me semble, vous aviez parlé de l'interdiction de certains produits. Vous travaillez avec notamment les agences santé, c'est ça si je ne me trompe pas. Il y a certains produits qui peuvent être interdits, oui. Comme par exemple, il me semble, c'était une étude il y a 30 ou 40 ans sur un produit qui avait fait beaucoup de dégâts, ils avaient interdit ce produit-là, non? Oui, alors il y a beaucoup de produits qui ont été interdits, je ne sais plus quand est-ce qu'on s'est parlé, mais ça m'est sorti de la tête depuis, mais il y en a beaucoup de toute façon. Alors tout à l'heure, on parlait du niveau international, par exemple, en disant que le droit ne va pas très vite. Le droit peut aller vite quand on trouve un produit de substitution, c'est-à-dire que sur les produits qui attaquent la couche d'ozone, c'est encore un autre problème que le changement climatique, mais les CFC, effectivement, les halons, les fréons, eh bien, ils ont été régulés par une convention qui s'appelle la Convention de Vienne, où les États ont dit, bon, il faut quand même ralentir la production de ces produits-là. Puis finalement, comme on a trouvé des produits de remplacement, on a dit, plutôt que de ralentir la production, on va arrêter la production. Et donc, ça a été assez vite, finalement. En quelques années, la Convention de Vienne a réussi à faire interdire ces produits. Donc là, c'était pratique parce que les industriels avaient trouvé des produits de remplacement. Mais pourquoi le droit est ralenti pour interdire l'usage de certains produits? Eh bien, c'est parce que les producteurs, les fabricants
de ces produits, qui sont des entreprises qui ont des objectifs économiques de fabriquer de la richesse, de faire des emplois, etc., mais de faire du profit aussi. Elles sont organisées dans ce qu'on appelle des lobbies, c'est-à-dire qu'elles pèsent sur les décideurs politiques pour leur dire « Ah ben non, il ne faut pas interdire ce produit parce que regardez le nombre de gens qui les fabriquent, etc. » Avec plein d'arguments, elles vont peser là-dessus. Donc, c'est ça qui ralentit souvent le droit. Mais alors, il y a des associations qui essayent au contraire de faire du plaidoyer, c'est-à-dire d'inciter les décideurs à aller plus vite dans l'interdiction de certaines choses, même quand on n'est pas très sûr des conséquences. Hein. On a en droit un principe de précaution qui dit, même si on n'a pas réussi à démontrer scientifiquement vraiment que ce produit va tuer combien de personnes ou pas, parce que ça, la démonstration scientifique, elle est toujours difficile sur les questions de ces produits qui sont partout dans notre environnement à des faibles doses. La méthode scientifique n'est pas adaptée finalement pour... voilà. C'est ça. Ouais. Et donc, on en vient à ça. Donc, le danger, peut-être répéter sa phrase. Non, je disais que c'est plus l'approche par le danger qu'il faut avoir plutôt que l'approche par le risque. Voilà. Merci. Parce que le risque est difficile à démontrer, alors que le danger, une fois qu'on sait qu'une molécule est dangereuse, on a une envie de... Et c'est effectivement, parce qu'en France, on gère par le risque souvent, c'est-à-dire qu'on regarde combien ça fait de morts à peu près, est-ce que c'est acceptable ou pas, voilà, est-ce qu'on laisse encore ce produit sur le marché, alors que si on disait, mais dès qu'on sait qu'il est dangereux, on arrête tout, même si ça ne tue que 10 personnes par an, ou 10 personnes, c'est déjà trop. Bien sûr. On pourrait aller dans ce sens-là. Merci. Lars, peut-être sur ces solutions, d'un point de vue de la recherche scientifique, comment limiter alors les impacts de nos activités Est-ce que vous avez quelques mots à partager? Peut-être j'enchaîne un peu et vous réponds en même temps. Là, on parle de produits ou de molécules, de substances qu'on utilise dans notre quotidien. Ils sont fabriqués par l'industrie parce qu'on veut, par leurs propriétés, qu'on a besoin. Après, il y a toute cette partie qu'on a discutée, les gaz à effet de serre ou le mercure qui ressemble finalement en termes de source beaucoup au CO2 aussi, c'est-à-dire c'est des émissions faites par l'industrie qui sont non intentionnelles, c'est-à-dire on n'a pas envie de le produire, mais on le regarde quand même, comme le méthane, le CO2, tout ça. Et pour le limiter, il faut limiter la consommation d'énergie. Il faut penser à éteindre les lumières. Il ne faut pas utiliser des clims. Et c'est un peu à vous, les jeunes, à éduquer en grande partie les parents. Voilà. Bravo. D'accord. Peut-être pour terminer, Albert, quelques mots sur ces solutions avant de conclure notre première partie. On vous écoute. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que concernant ce qui est lié à l'impact de l'agriculture et de notre alimentation, c'est que les solutions sont étudiées en combinant les deux. On ne va pas juste changer l'agriculture ou juste changer l'alimentation. C'est vraiment l'ensemble et il y a des programmes de recherche qui s'appellent transition vers une alimentation et une agriculture durable à l'horizon 2050 en Europe. Et on regarde comment on va changer l'assiette d'un Européen pour conserver une assiette qui va délivrer tous les nutriments nécessaires. Et ça, on regarde, il y a des médecins, qui définissent très exactement ce qu'il faut manger, ce dont on a besoin pour être en bonne santé. Donc, bien sûr, il nous faut des protéines, mais on n'a pas forcément besoin de tant de protéines animales. Et donc, en fait, dans ce schéma-là, pour un Européen moyen, on va réduire la consommation de protéines animales par 2. On va augmenter la consommation de protéines végétales. Et rien que cet effet-là, qui a déjà des impacts bénéfiques sur la santé, ça, c'est pas mon domaine, ça a des impacts énormes sur les écosystèmes terrestres. Parce que si on réduit tout simplement la consommation de produits animaux par 2 pour les Européens, on importe déjà et on va se concentrer sur des animaux qui peuvent être nourris localement. Donc on va complètement supprimer ou quasiment supprimer les importations de soja, les importations qui viennent d'ailleurs. Si on a des vaches, on va faire en sorte que ce soit des vaches qui vont être dans les alpages ou là où il y a un peu des prairies et on ne va pas avoir ces animaux nourris uniquement avec des produits venus d'ailleurs. Donc voilà, c'est un changement d'alimentation. Et ensuite, les cultures locales, exactement, oui, européennes, on va les transformer avec des méthodes agroécologiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire agroécologie? Ça veut dire qu'on va s'appuyer justement sur le fonctionnement écologique
de l'agrosystème. Depuis la fin de la guerre où on a voulu produire plus parce qu'il fallait, avec des bonnes pensées, nourrir le monde et nourrir la France, etc., on a tout misé sur une intensification et la solution à un moment est apparue que, avec la chimie c'était merveilleux, et ben le fait est que non, c'est pas du tout merveilleux, il y a des conséquences vraiment très mauvaises, aussi une dégradation des sols, parce qu'on a complètement perdu l'habitude de nourrir le sol aussi, et si vous regardez les écosystèmes naturels, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent, vous avez une diversité de végétaux et vous avez aussi un sol qui est couvert de végétation. Et maintenant, une très grande partie des études des ingénieurs agronomes travaillent sur ces systèmes-là où on remet donc de l'écologie dans l'agrosystème. Ça veut dire on ne laisse plus les sols nus, on les laboure moins, on les diversifie beaucoup plus pour regarder les impacts positifs de cette transition agroécologique sur la santé du sol, ses capacités à nourrir, la lutte biologique, etc. Et il y a alors, bon là j'ai pas de nom en tête, mais pour les jeunes on peut chercher, il y a des tonnes de films. Super. Il y a des tonnes de choses très bien. Ouais. Merci beaucoup, merci déjà pour cette première partie. On va rapidement, parce que je vois que j'ai beaucoup de questions, forcément, par nos jeunes qui sont connectés, répondre à leurs questions. Et je vais juste reposer la question, quelle différence entre danger et risque, parce que vous l'avez évoqué juste avant. On vous écoute, Gilles. Peut-être. Ou Marie-Laure, comme vous souhaitez. Non, le danger. Vous pouvez enlever votre masque. Ah oui. Le danger, je prends l'exemple d'un produit chimique, c'est quand on arrive scientifiquement à prouver que telle molécule a une activité, par exemple, de perturbateur endocrinien, il y a donc un danger potentiel. Le risque, c'est d'arriver à montrer que cette molécule qui a un danger, qui présente un danger potentiel, le risque, c'est d'arriver à démontrer que ce danger-là peut induire effectivement une pathologie. Voilà. Le risque, il est lié à l'exposition. Voilà, oui. Le nombre de personnes exposées à ce exactement. produit. Alors, comment définir le risque? Effectivement, c'est voilà. le calcul Après, entre l'exposition et voilà, c'est l'exposition. Et là, il y a tout un tas de facteurs. Il y a l'âge, il y a l'histoire familiale, il y a l'activité professionnelle qui font que pour arriver à extraire la notion de risque à partir d'une substance, ça va être très compliqué. On y arrive. C'est le but des études épidémiologiques, mais c'est très compliqué. C'est pour ça que beaucoup de scientifiques, les endocrinologues et d'autres organisations non gouvernementales impliquées dans l'environnement ont préféré la notion de danger. Si vous voulez, vous êtes sur une plage, vous avez au loin un requin. Bon, le requin, c'est un danger. Si vous nagez dans cette eau-là, vous prenez un risque. Voilà, vous voyez donc un petit peu c'est grossier, mais voilà, c'est la notion de danger. Vous allez me dire de tuer le requin, là? Tant que vous restez sur la plage, le danger, il est égal à 0. Si vous commencez à nager, le danger devient un risque. Voilà, Effectivement. Voilà. Merci beaucoup pour cette image. Non, c'est bon, c'est ça. Merci. Merci, je pense que c'était assez clair effectivement pour nos élèves. J'ai une question pour vous, Lars, au sujet des substances. Il y a beaucoup de substances polluantes très dangereuses dans l'océan notamment. Alors ils se demandent pourquoi s'intéresser principalement au mercure. Il ne faut pas que s'intéresser au mercure. Il faut se préoccuper de toutes les substances qui posent un danger, pas seulement un risque. Donc, vous entendez beaucoup parler de changement climatique, beaucoup plus dans les médias que toutes les autres substances. Donc là, le changement climatique, c'est le carbone qu'on va mettre en plus dans l'environnement, ça va changer l'environnement. Il faut s'en occuper. Nous, aujourd'hui, on discute un peu plus les substances chimiques et on en met beaucoup dans l'environnement et il faut s'en occuper de chacun et regarder ce qui se passe. Pour le mercure, je peux vous donner l'exemple un peu plus et j'avais un petit livre à amener. En fait, le mercure, c'est un peu un contaminant, on peut dire classique ou traditionnel. On le connaît depuis 60 ans, les dangers, le risque maintenant. On sait depuis 60 ans que le mercure cause un problème. Et pourquoi on ne s'est pas occupé tout de suite? Parce qu'il fallait des années de recherche pour démontrer qu'est-ce qui se passe.
Donc il y a une convention qui est en place qui s'appelle la convention de Minamata qui réduit ensuite les émissions de mercure, les utilisations intentionnelles, le transport, l'extraction de minéraux, tout ça. Donc avec l'intention derrière tout ça de minimiser les concentrations dans l'environnement. Ben, pour chacune des substances qu'on va ajouter en plus dans l'environnement, il faut faire le même exercice et on est en train de le faire. D'accord. Est-ce que vous avez du coup dans la main, peut-être le montrer à nos élèves, juste peut-être, hop, je vais la montrer. Effectivement, alors est-ce que vous pouvez me traduire de l'anglais en français ce rapport? C'est étude d'impact du mercure. Donc c'est peut-être, je ne l'ai jamais traduit. C'est Je l'ai beaucoup écrit en anglais, mais donc étude d'impact de mercure. Donc ça ressemble beaucoup au rapport de GIEC, donc pour le climat, Le GIEC, qui sort tous les 5 ans, je pense. Et là, pour le mercure, on essaie de faire la même chose. Donc, il y a des centaines de scientifiques qui se réunissent et on va faire le review de toute la littérature, de toutes les recherches qui se passent. Et on va formuler ça dans quelque chose assez petit. Donc là, c'est la version réduite pour les décideurs politiques. Mais le rapport technique, il fait 400 pages environ avec tous les détails, avec chaque pays, combien d'émissions existent, quels sont les émetteurs majeurs, juste les constats. Une première question peut se poser sur n'importe quelle substance, combien il y en a dans la mer, combien de mercure est dans la mer. Après, la deuxième question, c'est combien va se bioaccumuler le long de la chaîne alimentaire. Donc tout ça est là-dedans. Merci. J'ai peut-être un petit complément. Oui, bien sûr. Je le remontre juste. Au niveau européen, sur les produits chimiques, on a un règlement européen qui s'appelle le règlement REACH, qui est un peu unique au monde. Donc ça, il faut en parler parce que l'Europe est assez avancée là-dessus. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'en parler après. Mais allez-y. Non. Et voilà. Donc c'est un règlement européen qui oblige tous les fabricants et les importateurs de produits chimiques européens à faire des études sur les risques pour la santé et l'environnement de tous ces produits chimiques. Donc c'est un règlement qui est extrêmement important, qui s'applique progressivement dans le temps. Il faudra 40 ans pour avoir fait les évaluations de tous les produits chimiques. Et, voilà. Et à partir de ces évaluations, on saura quels sont les produits chimiques qu'on peut déjà interdire parce qu'on a les preuves que c'est très dangereux, ou quels sont les produits chimiques qu'on peut utiliser en prenant un certain risque, donc voilà, mais dans des conditions contrôlées, c'est-à-dire on ne le mettra pas à la portée de tous les gens, etc. Donc c'est un règlement extrêmement important, c'est une règle juridique extrêmement importante et qui commence à faire des petits un peu dans le monde, puisque je crois que c'est la Californie qui a commencé à dire qu'elle allait prendre un décret qui ressemble au règlement REACH. Il a mis 7 ans à être discuté avant d'arriver, ce règlement. Il y a eu des lobbies là aussi. Voilà. Mais il existe et il faut s'en féliciter. Alors effectivement, j'ai encore une question pour vous, puisqu'on est sur la législation. La législation semble très importante, avec de plus en plus de lois, mais quid de leur application? Excellente question. Excellente question. Donc effectivement, c'est bien d'avoir un très épais code de l'environnement, c'est bien d'avoir des règles, mais après il faut les faire appliquer effectivement. Et là, on arrive dans des rapports de pression sociale finalement, c'est-à-dire que il y a des gens, des ONG, des associations, des victimes, des citoyens, des jeunes qui ont envie que ce droit soit bien appliqué, qu'on aille très loin. En face, je disais, il y a d'autres intérêts plus privés, des entreprises qui résistent. Et parfois, on en passe par des procès. Donc, les procès commencent là aussi. Alors, là, ça veut dire qu'il faut que les juges qui vont juger ces procès soient eux-mêmes sensibilisés à la question de l'environnement, soit se rendent compte eux-mêmes que ces questions-là sont importantes. Et pendant des années, on va dire que les juges en France, ils jugeaient les histoires de viols, de meurtres, d'agressions, etc. Et que l'environnement, c'était pas tout à fait leur priorité. Et ça commence à changer. Et notamment sur le climat, puisque, alors là c'est grâce aux Pays-Bas, c'est aux Pays-Bas qu'on a eu une première décision en matière de changement climatique, où une association qui s'appelle Urgenda a réussi à faire condamner l'État néerlandais, les Pays-Bas, devant ses propres tribunaux, pour l'obliger à prendre davantage de mesures en matière climatique. Et la France, de même, s'est fait condamner très récemment, 2 fois, par le Conseil d'État et le tribunal administratif de Paris, appelés avec des recours qui ont été faits par des associations et des mairies qui disaient il faut absolument agir plus fort contre le changement climatique. Donc l'État va devoir prendre plus de mesures contre le changement climatique d'ici mars 2022, juste avant les
des élections. Tiens, quelle erreur. Et d'ailleurs, Il va falloir le faire. et oui, en parlant de code de l'environnement, hein, parce qu'avec ce beau livre que nous avons sur la table, on me demande depuis quand existe le code de l'environnement. Alors le code lui-même, bonne question, je suis assez fâchée avec les chiffres, comme avec les sigles chimiques, mais ça doit être dans les années 90, enfin, j'étais jeune moi aussi, donc vous voyez, c'était il y a longtemps. En revanche, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de code qu'il n'y avait pas de loi, ni de textes environnementaux. En France, on a quelques textes environnementaux qui remontent à 1870. 1870, un premier classement des usines, enfin c'était pas des usines à l'époque, on appelait ça les ateliers incommodes, insalubres et qui émettent une odeur insalubre et incommode. Oui. Voilà, donc dès 1870, on s'est rendu compte au 19e siècle qu'il y avait des choses qui sentaient mauvais dans les villes, que des abattoirs, des teintureries, etc. Donc on a commencé à prendre en compte l'environnement et j'ai l'habitude d'expliquer à mes étudiants qu'en fait, on a commencé assez tôt à se préoccuper de l'environnement par la sensibilité par nos sens. C'est-à-dire que les premiers textes, c'était qu'est-ce qui sent mauvais dans les villes, qu'est-ce qui gêne, voilà, un peu les bourgeois qui sont dans les villes et qui n'aiment pas les mauvaises odeurs, et qu'est-ce qui, au contraire, à cette époque-là, est merveilleux et nous révèle la beauté du monde, c'est les grands espaces sauvages. Et on a commencé aussi à mettre en place des règles pour protéger les parcs nationaux, etc. Donc, c'est intéressant de revenir à ça aussi, parce que le fait que nous, en tant qu'êtres humains, on ait cette sensibilité, il faut l'écouter aussi. Et le droit, ça doit être du rationnel, de la règle, avec des choses économiques, mais il faut se dire aussi que c'est aussi pour notre qualité de vie et notre qualité humaine et notre qualité d'âme peut-être, ou notre qualité d'émerveillement que tout ce droit est important. Super. Effectivement, pour rebondir par rapport à nos sens, et là on va parler plutôt du goût, avec vous, Albert, sur la question, la fabrication, alors entre guillemets, hein, je comprends pourquoi vous avez mis les guillemets, de faux steaks, hein, souvent on appelle les steaks végétaux, voilà, entièrement végétaux diminue la quantité de viande. Alors donc cela, ça a l'air bénéfique, mais la composition, les procédés de fabrication, la dépense d'énergie, ne sont-ils pas pires pour le climat? Ah ben, alors si, tout à fait. Non mais tout à fait. Il faut diminuer la consommation de steak, en effet. Eh ben, mangeons des produits végétaux qui sont délicieux. Enfin, il y a des cuisiniers qui font Du riz, des légumes, du riz, des légumes. On peut faire des plats merveilleux. On n'a pas du tout besoin d'inventer un faux steak. C'est le problème de l'alimentation transformée et ultra transformée. Voilà. Oui, c'est faux steak. Même si c'est bio, c'est une catastrophe sur le plan nutritionnel et environnemental, c'est une catastrophe. Et en plus, c'est souvent produit dans des... Enfin bon, bref. Oui, d'accord. Il faut arriver que dans le restaurant, le menu enfant n'est plus steak frit. Ouais. C'est vrai. Mais ça fait le défi. Il y a de plus en plus de grands cuisiniers et de restaurants qui sont célèbres pour des plats entièrement végétaux, délicieux, goûteux. Voilà. Et il y a une règle qui a été appliquée de la Convention citoyenne qui oblige dans les cantines scolaires maintenant à avoir au moins une fois par semaine un repas sans viande. Donc ça va, Exactement. un repas sans viande, et on ne peut puis, absolument pas s'en passer. Et puis, locale saison, hein, pour l'année 2022. Hein, il y a des projets effectivement en cours des associations sur l'alimentation bio locale de saison, puisqu'il y a la loi Egalim qui est passée à ce sujet. Donc effectivement, tenez-vous informés. Et puis là, je rebondis sur les cosmétiques. Cette fois, ce sera peut-être vous, Gilles, pour cette question. La notion de cosmétique biologique a-t-elle un sens quand on sait que seuls les produits issus de l'agriculture sont classés biologiques? Alors, la notion de cosmétique, la notion de cosmétique biologique vient du fait de cosmétiques malsains, vient du fait que ces cosmétiques contiennent tout un tas de substances. On a identifié jusqu'à plusieurs dizaines de substances chimiques pour éviter l'oxydation de la crème, si c'est une crème par exemple. Pour améliorer, si c'est des mousses à raser, ça va être une substance qui va favoriser la mousse. Donc il y a tout un tas de substances qui sont mises dans les produits cosmétiques et ce sont ces substances-là qui sont néfastes pour la santé. Donc avoir un produit, un cosmétique bio, c'est déjà avoir un cosmétique qui ne contient pas, ou très peu, qui ne contient pas ces substances toxiques censées apporter du bénéfice pour la crème.
En fait, tout ça, ça vient toujours pareil du mode de consommation, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des produits à l'autre bout de la planète, et pour que le produit tienne le coup, s'abîme pas, s'oxyde pas par rapport au flux, voilà, au temps de transport, par rapport à tout un tas de choses qui vont conditionner la chaîne de distribution, on va faire des produits qui vont essayer de tenir le plus longtemps possible, et donc avec des additifs dedans qui vont permettre de conserver le produit. Si on revenait peut-être à une consommation beaucoup plus raisonnable et de proximité, peut-être qu'on aurait moins besoin de ce type-là de substances. Alors là aussi, c'est pareil, sur les sites, vous trouverez certainement sur les sites en faisant cosmétiques bio, comment on peut fabriquer ses propres cosmétiques de façon tout à fait naturelle, et vous les faites au jour le jour. Et voilà, donc ça permet effectivement d'avoir des cosmétiques sains. Oui. Alors, pour rebondir par rapport effectivement aux cosmétiques, et puis on a tous aujourd'hui des masques, on me demande, est-on sûr que les matières utilisées pour les masques sont dépourvues de perturbateurs endocriniens? La question s'adresse encore à vous, Gilles. Je crains que la question soit bonne et qu'effectivement il y ait des substances biocides à l'intérieur des masques. D'ailleurs, beaucoup de personnes... Biocides, c'est-à-dire ce sont des substances antibactéricides, antibactériennes, pardon. Et donc, effectivement, quand on voit le nombre de gens qui rapportent des allergies au niveau du port du masque, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a dans ces masques. Là, le problème, c'est que, à ma connaissance, on n'a pas connaissance de ce qu'il y a vraiment dedans dans ces masques. Mais effectivement, les gens rapportent beaucoup de problèmes d'allergie de la peau suite au port du masque. Donc, oui, et en plus, on les masque en coton réutilisable, voilà. Et voilà, masque en pas coton. de déchets, c'est possible. Et savon de Marseille pour le laver. Et savon de Marseille pour le laver, c'est exactement. Du coup, là, on fait toute la chaîne. J'ai encore beaucoup de questions. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à toutes, mais en tout cas, pour que vous puissiez y répondre. Comment détermine-t-on un taux de pollution acceptable pour l'homme? Alors, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si c'est à vous, Marie-Laure Lambert. C'est une excellente question, et en fait, la réponse est politique, c'est-à-dire que ça dépend si on a médiatisé le problème ou pas. Avant qu'on parle des perturbateurs endocriniens, avant qu'on parle des OGM dans les années 90, on ne se préoccupait pas de la question. Et puis quand des associations ou des consommateurs commencent à dire mais non, mais ça c'est pas bon, etc. Alors on va faire baisser les niveaux réglementaires. Je dois dire on vous a écouté, on va faire baisser les niveaux, mais on n'est pas à zéro émission. Donc on n'a pas supprimé complètement le danger. Donc tout ça c'est vraiment... Effectivement, la définition de l'acceptabilité, elle est au cas par cas, produit par produit, avec des comités d'experts parfois, qui viennent dire jusqu'à quel point c'est dangereux ou pas. Mais c'est une vraie question très compliquée. Oui. Je peux ajouter peut-être l'exemple oui. du mercure. Pour la plupart des poissons, la limite de vente, c'est 0,5 mg par kilogramme de chair. Sauf pour le gros prédateur, comme pour le thon. On fait l'exception, mais là c'est bon, ça va être 1 mg. Et si c'est plus, on le vend ailleurs. Oui, d'accord. D'accord. Donc c'est plus politique que chose. Oui, Gilles, on vous écoute. Bien sûr. Est-ce que je peux poser une question à Marie-Laure? Allez-y. Marie-Laure, pardon. Non, c'est comment au niveau réglementaire, tu vois, va-t-on envisager le problème de l'effet cocktail? C'est-à-dire qu'on a des normes actuellement pour une molécule, mais on se rend compte que cette norme-là n'a pas de fondement scientifique du fait de l'effet cocktail, tout un tas d'autres paramètres. Donc, c'est un véritable défi maintenant au niveau réglementaire de dire, on est imprégné en dizaines de polluants, comment dicter une norme pour un produit, pour le bisphénol, pour le perfluoré, pour les polybromés, etc. C'est une question, alors je vais peut-être avoir une réponse radicale, mais effectivement, donc, ce que tu expliques, c'est que quand on a des normes produit par produit, mais on sait que en fait, les substances auxquelles on est exposé chacun multiplient leurs effets quand elles sont en cocktail. C'est ça l'effet cocktail. Et ça, c'est pas encore mesuré et pas introduit dans le droit. Alors, c'est de plus en plus compliqué parce que quel est le cocktail auquel toi tu as exposé chez toi, moi chez moi, etc. C'est assez différent. D'où l'importance de revenir à la source, c'est-à-dire de se dire,
regardant les dangers et tous les produits qui sont toxiques, eh bien, c'est ceux-là qu'il faut arrêter d'utiliser chaque fois qu'on le peut. Alors certains, on ne pourra pas parce que vraiment, on ne peut pas s'en passer, des choses qui sont utiles en milieu médical ou autre, mais chaque fois qu'on peut réfléchir soi-même à supprimer les sources de danger, eh bien, on supprime un des éléments du cocktail et le droit devrait aller dans ce sens-là. Mais il ne faut pas forcément tout attendre de la règle qui serait applicable systématiquement. Je pense que le droit court un peu après les connaissances scientifiques et il est toujours en retard parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, il y a des lobbies et des choses qui pèsent dans l'autre sens. Mais Il n'y a rien discuté au niveau européen pour le droit. le REACH, le règlement REACH, c'est ça. Voilà, le règlement REACH, mais sur les effets cocktails, je pense qu'il y a peut-être des discussions dans les comités d'experts, mais il n'y a pas d'évolution là-dessus. Les élèves me demandent aussi, alors on va peut-être effectivement un peu plus le détailler, qu'entendons-nous derrière les produits ultra transformés? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous allez prendre différents types d'aliments et les cuisiner, y ajouter des épaississants, y ajouter des exhausteurs de goût, les faire cuire, faire toute une combinaison de différents éléments pour en faire un plat. Mais comme c'est de la fabrication industrielle, donc il y a effectivement dedans rajouter tout un tas d'additifs et qui font, et puis en plus en termes de composition nutritionnelle aussi, ce sont souvent des plats qui sont trop salés, ou trop sucrés, ou trop gras. Ou les trois. Ou les trois en plus, ouais. Tiens, c'est gagnant. Ouais. Et donc, et puis trop gras, mais aussi avec du mauvais gras. Voilà. Donc, ce sont ça les aliments ultra. Les soupes en Voilà. boîte. Les soupes en boîte. Les cornflakes, on peut prendre l'exemple tout bête des cornflakes. Si vous prenez des du flocons d'avoine écrasés, c'est de l'avoine écrasée, c'est pas très transformé. On met ça avec du lait, du sucre, les Anglais mangent ça en porridge tous les matins. Si vous passez aux cornflakes, c'est des choses qui ont été soufflées, du riz soufflé avec des graisses, des machins, des interventions avec des gaz, des trucs. On rajoute des sucres, on rajoute des goûts, des arômes artificiels. Voilà, et tout ça, c'est effectivement la transformation. Poisson pané, par exemple, Ouais. c'est un exemple aussi, ou des plats tout préparés qui sont effectivement naturels, entre guillemets. Oui. Alors que c'est totalement différent quand on cuisine chez soi. On va faire une ratatouille, bon, ben voilà, on sait ce qu'on met dedans et on va la faire le mieux possible. Au niveau industriel, on ne maîtrise pas ce qu'il y a dedans. Les exhausteurs de goût, les épaississants, etc., les antioxydants. Albert, vous souhaitiez compléter? Oui, non, enfin, c'était juste compléter, mais c'est la même chose. Il y avait un film sur le sucre où on disait on a vendu toutes ces céréales de grandes marques aux enfants. En fait, le premier composant, c'est du sucre. Bien sûr. Ouais. Ça, on le voit effectivement dans la liste des ingrédients pour savoir, parce que j'ai eu aussi la question est-ce que c'est aussi simple de remplacer les apports animaux quand on n'a pas de connaissances nutritionnistes? Oui, sacrée question. On peut trouver ça sur Internet. Quels sont les bons aliments, quels sont les aliments protéinés, les bons gras, Effectivement, sur nos agences Il y a déjà un code qui est. C'est un code Nutri-Score qui donne déjà une très bonne estimation de la qualité nutritionnelle d'un produit. C'est-à-dire A, B, C, D, E. Voilà, créé juste par l'Agence nationale de santé sanitaire voilà, qui est basée à Paris, donc qui s'appelle l'ANSES. Voilà, c'est ça. Et donc ce Nutri-Score vous permet de voir si tel ou tel produit a une qualité nutritionnelle correcte ou alors si c'est une catastrophe sur le plan nutritionnel. Oui, mais beaucoup de produits ne l'ont pas. Beaucoup de produits ne l'ont pas. Alors après, vous avez des applications comme Yuka par exemple qui va analyser la composition de votre produit et qui va vous le présenter d'une façon immédiatement photographiable pour vous. Dire, oui, ce produit-là, 40 sur 100 ou 80 sur 100. Voilà. Donc, il y a une note qui est donnée en termes de qualité nutritionnelle par cette application Yuka, mais il y en a d'autres. Open Food Fat. Des cités regardez. Pour répondre très rapidement, les protéines végétales, ce sont les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les pois chiches, les haricots, les fèves. Voilà. Et là, maintenant, on trouve des tas de recettes et des tas d'informations. Alors, il y a une manière aussi encore plus simple de vous demander à vos grands-parents ce qu'ils mangeaient, parce qu'ils ne mangeaient pas tous les jours la viande. Non, tout simplement parce que ça n'existait pas, c'était pas possible, c'était pas accessible. Et oui. Alors j'ai cette question pour tout le monde, donc rapidement on va refaire un dernier tour de table très très rapide s'il vous plaît, parce qu'il nous reste 2 minutes avant de clôturer effectivement cette table ronde. On me demande les formations que vous avez réalisées pour faire les métiers que vous faites aujourd'hui, le cursus.
Alors on vous écoute, Gilles Lalbonne, dans votre cursus scientifique. Bon, moi, j'ai fait de la recherche fondamentale en biologie. Et puis, sur la fin de ma carrière, bon, j'ai une sensibilité au niveau sur le plan écologique. Donc, et à la fin de ma carrière, je suis parti à la retraite, ça se voit. Je me suis investi dans une association donc, de défense de l'environnement, le réseau Environnement Santé, parce que je pense que c'est effectivement notre environnement qui va conditionner notre santé. Hein. Je vais redire ce qui a été dit au début, c'est-à-dire que il y a une seule santé hein, sur notre planète, hein. C'est-à-dire que la santé du monde végétal, la santé du monde animal et la santé humaine, ce sont des santé qui sont étroitement interconnectées et l'une ne va pas sans l'autre. Pour résumer en 2 mots, on ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Donc voilà, il vous reste à vous maintenant les jeunes à prendre le flambeau et à essayer de faire changer tout ça le plus rapidement possible. Merci. Alors, moi, j'ai passé mon bac et après, j'étais pas très bonne en maths, donc je suis partie dans des études de sciences dures et je suis partie en fac de droit. Donc, c'est fac de droit, une thèse en droit et ensuite, voilà, à l'université, j'ai été recrutée à Aix-Marseille Université et je continue à étudier puisque, comme je donne des cours à des scientifiques, ben, j'apprends tous les jours, ils m'apprennent des choses, je leur apprends des choses, je lis des choses un peu partout. Donc, je pense que la meilleure formation, c'est la curiosité. Quelle que soit la branche dans laquelle vous irez, que vous soyez en fac de bio, de physique, ou de droit, ou de lettres, ou d'histoire, ou d'art, ben soyez curieux du monde autour de vous, allez chercher les bonnes sources et devenez un bon citoyen intelligent sur toutes ces questions-là. On compte sur vous. Lars, on vous écoute pour effectivement votre cursus. J'ai fait mon bac, après j'ai fait des études en chimie, je suis tombé amoureux de la mer. Et j'ai cherché à rejoindre la mer, c'est pour ça que j'ai quitté l'Allemagne. Et je suis venu en France, et je fais une thèse en océanographie, et depuis je passe pas mal de temps en mer. Et j'essaie de faire quelque chose de bon pour la mer, parce qu'elle me rend plein de bonnes choses. Merci, et puis enfin, Albert. Eh bien, moi, j'ai fait des études de physique et de géophysique. J'ai une thèse en géophysique. Et finalement, je me suis mis à travailler avec des données satellitaires qui m'ont fait regarder les écosystèmes et puis les agrosystèmes. Et puis, je me suis mis à travailler avec des agronomes. Voilà. Juste un tout petit truc. L'environnement, c'est notre santé. L'alimentation aussi. Hein. Voilà. L'environnement, à sens large du terme. Effectivement, tous ces termes sont interliés. Voilà, c'était le mot de conclusion de cette table ronde donc, sur l'environnement. Nous avons également parlé de changement climatique, des impacts à la fois sur nos milieux, sur notre santé humaine, comme vous l'avez compris, tout est interconnecté. Et puis on vous a donné aussi des solutions d'après vos recherches scientifiques pour essayer en tout cas de limiter l'impact, à la fois l'impact pour nous, mais pour notre écosystème, pour notre monde vivant, parce que nous n'avons qu'une seule planète et ça nous le savons. Donc préservons-la, c'est surtout le mot de la fin. Je tenais vraiment à vous remercier. Donc déjà, vous qui êtes présents parmi nous. Merci à toi, Charlotte. Merci beaucoup pour cette table ronde qui a été riche, diversifiée. Merci d'être venu, merci beaucoup de votre présence. Je remercie également l'équipe organisatrice, notamment le rectorat, toute l'équipe du CNRS qui m'a épaulée pendant ces 2 journées donc, de l'année de la biologie. Un grand merci à tout le monde et puis j'espère vous retrouver prochainement pour d'autres événements. Si c'est dans le cadre de l'année de la biologie, ça sera avec plaisir ou sinon pour d'autres événements donc en lien avec le CNRS. Merci de vos questions, merci d'être connectés aujourd'hui et un grand bravo à tout le monde. Le mot de la fin. Merci et bonne fin de journée, bon week-end. Merci, au revoir. Merci. Merci.